Tout le monde croit connaître Édith Piaf, la petite femme en noir à la voix inimitable, l'icône de la chanson française. Ses succès traversent les décennies, La vie en rose, Non, je ne regrette rien, et son histoire d'amour tragique avec Marcel Cerdan ont nourri des livres, des films et des légendes. Mais derrière cette image romantique et tragique d'une artiste au cœur brisé, se cache une vérité bien plus sombre. Peu de gens savent qu'Édith Piaf a longtemps entretenu des relations troubles avec des figures du crime organisé parisien, que son entourage immédiat, loin de n'être que des amis ou des artistes, comptait des souteneurs, des trafiquants et des hommes prêts à tout pour contrôler son succès et ses secrets. Ses addictions aux médicaments, à l'alcool et aux relations toxiques n'étaient que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. En 1949, lorsqu'elle apprend la mort de son amant Marcel Cerdan dans un accident d'avion, elle s'effondre. Mais ce qu'on découvre ensuite dans son appartement, des lettres menaçantes, des contrats douteux et des dettes de jeu colossales, laissent la police sans voix. Certains affirment même qu'elle aurait été victime de chantage pendant des années et qu'une partie de sa fortune aurait mystérieusement disparu. Et si la mort d'Édith Piaf en 1963 n'était pas qu'une simple conséquence de sa santé déclinante et de ses excès? Et si dans ces derniers jours, elle avait tenté de révéler une vérité qu'on lui avait toujours interdite de dire à haute voix? La vérité derrière la légende est bien plus sombre. Édith Jovan-Agation voit le jour le 19 décembre 1915, dans une ruelle misérable du 20e arrondissement de Paris. Sa mère, Annetta Maillard, chanteuse de rue d'origine italienne, et son père, Louis Gassion, artiste du cirque, sont à peine capables de subvenir à leurs propres besoins. Dès sa naissance, Édith est une enfant non désirée, née dans une précarité absolue. Elle est abandonnée par sa mère quelques mois à peine après sa venue au monde. Son père, souvent en tournée avec des troupes ambulantes, confie la petite à sa grand-mère paternelle, qui la néglige et la laisse quasiment mourir de faim. La jeune Édith passe ainsi ses premières années dans un bordel normand, tenu par sa grand-mère maternelle, où les prostituées prennent en pitié ce bébé malingre aux grands yeux sombres et s'occupent d'elle comme elles peuvent. C'est dans cet environnement que l'enfant, dès l'âge de 5 ans, apprend la brutalité de la vie. On raconte qu'à cet âge-là, elle tombe gravement malade, atteinte de kératite, une infection oculaire qui la rend partiellement aveugle pendant plusieurs années. Certains disent même qu'un pèlerinage à Lisieux, auprès de Sainte-Thérèse, aurait miraculeusement rendu la vue à la petite, événement que Piaf elle-même évoquera plus tard dans ses récits. À 9 ans, Édith est confrontée à un autre drame. Son père l'arrache de force à cet environnement pour l'emmener sur les routes avec lui. Elle découvre alors le monde des spectacles de rue, des saltimbanques et des numéros de foire. Très vite, sa voix se fait remarquer. Dans les marchés, sur les trottoirs de Paris, elle chante pour quelques pièces, attirant les foules grâce à ce timbre éraillé, puissant et chargé d'une émotion brute qui transcende son jeune âge. Mais derrière cette apparence de petite fille courageuse, un vide immense se creuse. Édith grandit sans affection véritable, sans repère, confrontée à la violence des adultes, à l'alcoolisme, aux humiliations et à l'insécurité permanente. Ses premières chansons ne sont pas des jeux, elles sont un moyen de survie. Chanter, c'est manger. Chanter, c'est éviter les coups. Chanter, c'est s'échapper. À l'adolescence, elle quitte son père et commence à fréquenter des artistes de rue, des souteneurs et des marginaux. Elle vit dans des chambres insalubres, dort parfois sous les ponts et se réfugie dans la nuit parisienne, où elle chante dans des cafés malfamés. Déjà, l'alcool et les relations destructrices s'insinuent dans sa vie. Mais c'est aussi dans cette misère que naît l'essence de Piaf, une voix qui hurle la douleur, l'abandon, l'amour impossible et la fierté d'exister malgré tout. Un cri du cœur qui ne cessera jamais de résonner. Paris, début des années 1930. Les rues du quartier de Pigalle et de Ménilmontant résonnent de musique populaire et de chansons tristes. Parmi les artistes de trottoir, une jeune femme frêle, à peine 1,47 m, capte peu à peu l'attention des passants. Sa voix, rauque et vibrante, tranche avec la légèreté des refrains à la mode. Elle s'appelle alors simplement Édith. C'est en 1935 qu'un homme va bouleverser sa destinée. Louis Leplay,
patron du cabaret Le Djerniz, un établissement discret mais fréquenté par des personnalités influentes. Il entend Edith chanter dans la rue et est immédiatement saisi par la force de cette voix désespérée. Leplé lui offre de chanter sur scène et lui donne un surnom qui restera à jamais. La môme Piaf, le petit moineau en argot parisien. Le succès est instantané. La presse commence à parler d'elle comme d'un phénomène. Son apparence frêle, son regard tourmenté et sa capacité à transmettre l'émotion brute font sensation. Leplé la protège, l'éduque, lui enseigne les codes du métier. Mais ce conte de fées naissant prend rapidement un goût amer. En 1936, Louis Leplé est retrouvé assassiné dans son appartement. L'affaire fait scandale. Edith Piaf est interrogée par la police et des membres douteux de son entourage sont impliqués dans l'enquête. Si elle est innocentée, cette affaire laisse une première tache sur sa réputation. Le monde du spectacle commence à murmurer que cette jeune chanteuse au passé trouble s'entoure de gens dangereux. Pourtant, sa carrière décolle. Sous la tutelle de Raymond Nassau, un parolier respecté, elle perfectionne son style, apprend la diction et développe un répertoire mêlant réalisme et poésie populaire. Des chansons comme Mon légionnaire deviennent des succès. Dans les années 1940, alors que la France vit sous l'occupation, Piaf continue de chanter dans les cabarets et les théâtres. Sa proximité supposée avec certains collaborateurs et des figures troubles de l'époque suscite des controverses qu'elle tentera toute sa vie de faire oublier. Mais c'est aussi dans ces années sombres qu'elle enregistre ses premiers grands succès et se produit à l'étranger. Après la guerre, la scène internationale s'ouvre à elle. New York, Londres, Berlin. Partout, on s'arrache cette voix qui semble venir du plus profond de l'âme humaine. Elle fait salle comble au Carnegie Hall, conquiert les critiques et côtoie les plus grandes stars. Son histoire d'amour avec le boxeur Marcel Cerdan, champion du monde, déchaîne les passions. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante, des fissures apparaissent. Piaf travaille jusqu'à l'épuisement, multiplie les amants, consomme de plus en plus de médicaments et d'alcool pour tenir le rythme effréné. Son besoin viscéral d'être aimé et son passé douloureux l'empêchent de trouver un véritable équilibre. Chaque triomphe public semble cacher un désastre intime. Mais pour l'instant, Piaf brille plus fort que jamais. Derrière les projecteurs et les ovations du public, Edith Piaf cache depuis toujours des ténèbres qu'elle refuse d'affronter. À mesure que sa carrière s'envole, ses démons intérieurs prennent le dessus. La disparition brutale de Marcel Cerdan en 1949 dans un accident d'avion alors qu'il venait la rejoindre à New York brise ce qu'il restait de fragile en elle. Ce deuil, Edith ne s'en remettra jamais vraiment. Elle s'enferme dans une spirale autodestructrice. L'alcool devient un refuge quotidien. Les amphétamines et la morphine, un moyen de tenir debout sur scène. Ses amis racontent qu'elle pouvait boire une bouteille de cognac avant un concert et ingérer des cachets pour calmer ses douleurs physiques et morales. Mais rien n'apaise la douleur d'un cœur constamment à vif. Autour d'elle, le cercle se resserre. Les amants se succèdent, certains sincères, d'autres attirés par son argent et sa célébrité. Piaf reste d'une jalousie maladive, possessive et parfois violente. Elle contrôle son entourage, manipule, éloigne ceux qui tentent de lui faire face. Les relations amoureuses deviennent toxiques, souvent destructrices. Des rumeurs circulent. Certains proches évoquent des dettes colossales qu'elle aurait contractées dans des cercles de jeux clandestins. D'autres parlent de lettres anonymes reçues après la mort de Leplé, la menaçant de révéler des secrets compromettants si elle ne payait pas. Il se murmure qu'Edith aurait eu des liens étroits avec des figures de la pègre parisienne qui la protégeaient et la tenaient en otage. En parallèle, sa santé décline à une vitesse inquiétante. Ses excès lui valent des accidents de voiture à répétition, des fractures mal soignées et un état de dépendance médicale constant. En 1951, elle frôle la mort après un grave accident qui la laisse hospitalisée de longues semaines. Le corps amaigri, déformé par la cortisone et les opérations, Piaf continue de chanter, malgré la douleur. La presse commence à s'emparer des scandales. Les journaux à sensation évoquent ses débordements, ses scènes d'hystérie dans les loges, ses hospitalisations secrètes, ses amants multiples et ses brouilles violentes avec ses proches collaborateurs. Derrière la légende, le mythe vacille. Elle s'accroche néanmoins à la scène comme à un dernier souffle de vie. Chaque concert devient un combat.
Chaque chanson, une confession. Mais l'étau se resserre, et le public lui-même perçoit désormais la fragilité et la détresse de celle qu'il a tant aimée. Au début des années 1960, Édith Piaf n'est plus que l'ombre d'elle-même. Physiquement diminuée, dévastée par les douleurs chroniques, rongée par les séquelles d'accidents et les excès accumulés pendant des décennies, elle tient à peine debout. Son visage est marqué, son corps amaigri et déformé par les traitements médicaux à répétition. Mais ce qui l'achève vraiment, c'est cette solitude grandissante. Les vieux amis sont disparus ou ont été écartés. Les amants d'autrefois sont partis, lassés de ses colères et de ses exigences démesurées. Même le public commence à se détourner de cette diva que l'on soupçonne d'avoir pactisé avec les mauvais côtés de la célébrité. En 1961, pourtant, dans un ultime élan de fierté et de désespoir, Piaf se produit à l'Olympia de Paris. Ce récital restera comme l'un des plus poignants de l'histoire de la chanson française. Elle chante « Non, je ne regrette rien » avec une intensité déchirante. Le public, bouleversé, lui offre une ovation interminable. Mais dans les coulisses, ses proches voient bien qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle se retire ensuite dans une villa sur la Côte d'Azur, loin de Paris et des projecteurs. Son dernier compagnon, Théo Sarapo, de 20 ans son cadet, tente de la maintenir en vie, mais Piaf n'est plus qu'un souffle. Ses derniers mois sont marqués par la souffrance, les overdoses de morphine et une profonde dépression. Le 10 octobre 1963, Édith Piaf meurt à 47 ans, dans l'anonymat de sa maison de Place Cassier. Officiellement, la cause reste un cancer du foie, mais certains affirment encore qu'elle aurait succombé à une overdose volontaire. D'autres évoquent un suicide camouflé que son entourage aurait dissimulé pour préserver l'image publique de la chanteuse. Pendant des heures, la nouvelle de sa mort est tenue secrète. Ce n'est que le lendemain qu'on annonce au monde entier la disparition de la môme Piaf. L'abbé du quartier refuse d'organiser des funérailles religieuses à cause de sa vie dissolue. Elle est pourtant enterrée au cimetière du Père-Lachaise, entourée d'une foule immense venue saluer une dernière fois celle qui, malgré ses fautes, avait su toucher les cœurs. Ce qu'on ne révélera qu'après sa mort, c'est l'état désastreux de ses finances. Édith Piaf laisse derrière elle des dettes colossales, des contrats douteux et un testament contesté. Sa maison est vendue en enchères, ses lettres d'amour et ses journaux intimes disparaissent dans des ventes clandestines. Certains documents compromettants sur ses relations avec des figures troubles de la nuit parisienne seraient aujourd'hui encore gardés sous scellés. Ainsi s'achève la vie d'Édith Piaf, dans la solitude et le secret. Et comme souvent, c'est après la mort que le mythe devient légende. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après sa disparition, la voix d'Édith Piaf continue de résonner dans les rues de Paris et au-delà. La vie en rose, hymne à l'amour, Milord et Non, je ne regrette rien demeurent des hymnes intemporels de la chanson française. Sa vie a inspiré des films, des pièces de théâtre, des biographies, et pourtant, bien peu ont réellement connu la femme derrière la légende. Ses proches et ceux qui l'ont vraiment approchée racontent une âme tourmentée, fragile, capable d'une générosité immense et de colère terrible. Une femme qui a aimé désespérément, souvent mal, et qui a vécu chaque minute comme si elle devait être la dernière. Certains disent qu'elle était incapable de vivre sans souffrir, que la scène était son seul refuge, son unique raison d'être, que derrière l'image publique de la star internationale se cachait une enfant blessée, qui cherchait encore à être aimée. Édith Piaf a laissé un héritage artistique colossal, mais aussi une leçon cruelle sur le prix de la gloire et de la solitude des icônes. Elle était bien plus qu'une simple star. Elle était un être humain, écorché vif, qui s'est battu pour exister et qu'on n'a jamais vraiment su protéger. On a aimé le personnage,
Mais a-t-on vraiment compris la personne qui se cachait derrière ces chansons déchirantes? Peut-être pas. Et c'est justement ce mystère, cette part d'ombre et de vérité non dite, qui fait d'Édith Piaf, aujourd'hui encore, la plus grande tragédie de la chanson française.